Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 6 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'Ethereum. Alors, on va pas parler que de Ethereum, mais on va parler d'Ethereum face à BTC, on va parler de ce flippening dont tout le monde parle. Je vais vous expliquer pourquoi il va se dérouler, pourquoi ça va être compliqué, et ce que ça implique au niveau du prix de l'Ether par rapport à la diminution de la max supply. Tous ces termes-là, je vous explique tout maintenant, et pourquoi Ethereum va surperformer BTC grâce principalement à cette notion de flippening, et ça commence tout de suite. Pour répondre à toutes ces questions, on va disséquer en 3 parties. Une première partie où je vais revenir sur ce qu'est Ethereum, vraiment pourquoi fonctionnellement c'est intéressant, pourquoi c'est important pour les cryptos. Ensuite on va parler de l'art economics, du changement avec The Merge, de ce qui est en train de se passer, et ensuite on terminera sur cette notion de flippening. Pourquoi ce n'est pas si simple, et que pour qu'il y ait un flippening, ça sous-entend qu'il doit avoir un changement drastique en termes de prix, et vous allez voir, ça va peut-être vous inciter à augmenter la part d'Ethereum dans votre portefeuille. En tout cas, à la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi j'ai plus d'Ether que de BTC dans mon portefeuille. Ok, on attaque avec Ethereum. Alors on va commencer par appeler un petit peu ce qu'est Ethereum. Ethereum, c'est la queen, on va dire, on a BTC qui est the king, et ensuite on a la reine, donc qui est Ethereum, qui est le numéro 2. Donc sur CoinMarketCap, de toute façon, on le voit régulièrement, hein, on a bien BTC en premier, Ethereum en second. À peu près, au niveau de la market cap, on voit qu'on est à 500 millions pour 222, et en volume, on voit que par contre le volume a quasiment 3 fois plus de volume au niveau du BTC, ce qui est tout à fait logique. Donc en termes de market cap, on est à peu de choses près, on va dire à diviser par 2, BTC divisé par 2, un petit peu moins, mais c'est très important, on garde en tête pour la suite. Alors, pourquoi je vous parle d'Ethereum maintenant? Il faut comprendre ce qu'est Ethereum et pourquoi ça a été construit. C'est ce qui a apporté les smart contracts. Si vous suivez un petit peu les vidéos updates que je fais régulièrement, vous savez tout ça. Mais je le répète quand même très très vite. Donc c'est ce qui a permis la création des smart contracts, c'est ce qui a révolutionné la notion de programmabilité au sein d'une blockchain, et c'est justement ce qui a permis de créer la notion de Solidity, le langage de programmation, qui permet de construire des smart contracts. Les smart contracts, c'est ce qui permet d'exécuter et de programmer en fait des interactions entre différentes personnes, entre différents comptes, donc directement les clés publiques et privées, et c'est ce qui permet principalement d'avoir cette force que l'on a actuellement avec la finance décentralisée, avec toutes les assurances que l'on peut retrouver à travers la blockchain, le fait de pouvoir emprunter au sein de la blockchain, le fait de pouvoir avoir des use cases qui sont contrôlés, et même pour aller plus loin, c'est ce qui a permis la naissance des NFT, alors qui ne sont pas simplement une photo d'un singe, non, c'est bien plus que ça, c'est un bout de programme qui vous permet de programmer et d'instancier une unité et de la traquer tout au long. Alors, globalement, c'est pour dire que on peut arriver à tokeniser des choses qui n'étaient pas tokenisables. Et ça, c'est la force des NFT, avec les dérivés que l'on peut retrouver, par exemple les soulbound tokens, qui sont une forme de NFT qui ne sont pas transférables par le propriétaire en lui-même. Donc on a plein de petites choses qui sont en train d'arriver, et ça continue à évoluer, et c'est non-stop. On nous a parlé de la Count Abstraction, qui permet principalement non plus d'avoir un wallet simple, mais d'avoir un wallet programmable, donc c'est-à-dire que mon compte, je peux le programmer en définissant un certain nombre de règles, comme par exemple des paiements récurrents, comme en définissant que pour me loguer, pour accéder au compte, je vais devoir avoir besoin de 3 autres comptes, enfin, des choses comme ça que je peux paramétrer. Et c'est très fort parce que c'est ce qui permet d'avoir de la flexibilité autour de la technologie de la blockchain, ce qui lui donne aussi une utilité autre que le transfert monétaire. Et justement, dans BTC, on essaie de construire des choses similaires, on essaie d'avoir des technologies qui se griffent par-dessus, mais c'est toujours très compliqué, et ça avance beaucoup plus doucement, alors que Ethereum avance grandement. Clairement, on peut caractériser qu'Ethereum, c'est ce qui a permis d'avoir la deuxième rupture. On a eu BTC qui a été l'avènement de la blockchain, et ensuite on a Ethereum qui a donné la notion de programmabilité à cette blockchain, et la notion de use case. Cette forme de use case, je vous le répète régulièrement, c'est les cas d'utilisation, et c'est quelque chose qui est essentiel. Pour que un protocole soit utilisé, il faut qu'il y ait des cas d'utilisation, il faut que les gens aient envie de l'utiliser, et l'utilisent, et ont un intérêt à l'utiliser. Et globalement, Ethereum apporte ces use cases et va beaucoup plus loin qu'une notion simplement de transfert monétaire, où tout ce que peut apporter BTC, BTC c'est plus une forme d'idéologie, alors qu'Ethereum c'est plus une forme de dynamisation de la technologie. On a Ethereum qui est en train d'évoluer, et on a BTC qui est en train de s'ossifier, donc ça veut dire qu'il est en train de renforcer ce qui a déjà été fait, parce que c'est gage de sa confiance. Et c'est là où on prend un petit peu l'ampleur de ce qu'est réellement Ethereum. Ethereum, c'est ce qui
est en train d'entraîner demain. Et c'est exactement ça. Et ça se voit au niveau du cours, c'est pour ça que je vous mets cette image-là, j'espère qu'elle est gravée dans votre rétine, parce que ça, ce type de cycle-là, c'est des cycles d'évolution. C'est-à-dire qu'on a bien un premier cycle d'évolution d'accélération, avec ici une phase de retracement, deuxième cycle, troisième cycle, enfin deuxième cycle, fin du deuxième cycle, et ensuite ce qu'on va attendre, c'est un troisième cycle. Et ces cycles-là, ce sont des cycles que l'on retrouve particulièrement dans des moments d'évolution forte, dans lesquels on va toujours avoir une première phase d'accélération, une première phase de retracement sur le fait que ça existe, donc on a la phase de spéculation structurelle qui rentre. Ensuite, on a la phase ici de use case qui est en train d'effectuer. Chez nous, ça a été ici la finance décentralisée et les NFT. Et ensuite, on va avoir la troisième phase qui va être justement une partie de l'adhésion, le début de la mass addition qui arrive avec grâce au use case et la fin de la spéculation. Alors ça, on va le dériver en plusieurs façons. Vous allez voir que ça se voit aussi sur la tokenomics, ça se voit sur plein de choses, donc gardez-le bien en tête. Je vous en parle dans quelques instants. Alors, il faut juste, pour terminer, comprendre aussi que Ethereum, c'est pas tout joli tout le temps, d'accord? Il y a plein de problèmes avec Ethereum, dans le sens où c'est une technologie qui devient de plus en plus complexe, parce qu'on rajoute des couches de complexité, et ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile de faire évoluer le protocole, et c'est pour ça aussi qu'il a été décidé, alors c'est pas une personne qui a décidé, mais c'est l'ensemble de la communauté qui a décidé dans l'utilisation, que il y allait avoir des Layer 2, et ça s'est fait petit à petit, en fait, c'était une décision qui n'en était pas vraiment une, c'est petit à petit, ça s'est fait comme ça, et donc on retrouve des Layer 2, des Layer 3 qui vont arriver certainement, qui se greffent par-dessus Ethereum, pour offrir des fonctionnalités supplémentaires, comme de la scalabilité, comme à côté, pourquoi pas, des process métiers, comme des use cases particuliers avec du développement particulier, des choses structurelles qui offrent des cas d'utilisation nécessaires pour l'évolution d'Ethereum. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que The Merge? Alors, ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent un petit peu, connaissent très très bien The Merge. C'est un événement très très important pour Ethereum. Ethereum était en Proof of Work, dans lequel on avait, globalement, si vous étiez gamer et que vous cherchiez une carte graphique, c'est la raison, c'était à cause de Petit Ether qui était là, qui cannibalisait en fait l'ensemble des cartes graphiques existantes, parce que c'était très rentable de faire du mining d'Ethereum. Et justement, The Merge, c'est le passage de Proof of Work vers Proof of Stake, d'accord? Donc ça veut dire que maintenant on n'utilise plus de la puissance de calcul, on stake ses tokens, ses ethers, pour protéger la blockchain. Alors ça a été vraiment une révolution, parce que justement, c'est comme si on changeait un moteur en plein vol d'un avion. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et ça s'est très très bien passé en septembre, le 15 septembre 2022 en l'occurrence, dans lequel on a eu ce passage-là qui a été très important, qui nous a donné en même temps la possibilité d'entraîner plein d'autres choses. Parce que le Proof of Stake était obligatoire en termes de changement. Ça a été obligatoire parce que la notion de scaling et la notion d'évolution de la blockchain d'Ethereum étaient basées sur ce changement en Proof of Stake. C'était vraiment important que cette méthodologie change, et ça a entraîné aussi d'autres modifications qu'on ira voir sur la tokenomics. Donc The Merge, c'est vraiment l'élément important qui va être la base de notre réflexion, parce qu'on a compris ce qu'est Ethereum, et maintenant on va expliquer ce que change The Merge. The Merge, en l'occurrence, ça permet de stacker ses ethers, donc de gagner un rendement de à peu près 5%, ça oscille entre 3,5 et 5,5, et en fonction du type de stacking que l'on fait, ça peut monter un petit peu plus haut, on peut arriver jusqu'à 8% pour quelqu'un qui optimise son propre nœud d'Ethereum, mais on est vraiment sur des rendements qui sont quand même relativement corrects, moins que l'inflation, mais sur un token qui a une valorisation et qui est plutôt fluctuante avec quand même de la volatilité. Et là-dessus, on a The Merge qui permet de faire ça, c'est-à-dire que le Proof of Stake permet de mettre en place ça. Alors avant, vous allez me dire, oui, mais c'était faisable, tout à fait. Sauf que The Merge est la preuve que ça a fonctionné. Toutes les personnes qui avaient stacké ici dans cette zone-là ne savaient pas si justement The Merge avait fonctionné et que on avait passé bien en Proof of Stake et n'avaient aucun moyen de retirer ces ethers. Donc là, le fait d'avoir passé en The Merge a montré que ça fonctionnait. Et ensuite, on a eu une deuxième nouvelle qui a été Chapella. Alors Chapella, ça a été la mise à jour qui a permis principalement de pouvoir retirer ces ethers une fois qu'ils étaient stackés. Et plus précisément, de pouvoir aussi retirer les bénéfices que l'on touche du stacking. C'est les 5% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand on regarde ici, vous devinez bien, au niveau de ce graphique de Nansen, ce qui se passe dans cette zone-là. Ce qui se passe dans cette zone-là, c'est très très simple, c'est que c'est le moment de Chapella. On a eu toute la partie basse qui représente les retraits, et on voit qu'on a eu une grosse augmentation des retraits, oui, mais ce qu'on note le plus, c'est l'augmentation des dépôts. Et oui, on a eu une grosse augmentation des dépôts, très très forte dès le début, et qui a continué
à monter beaucoup plus haut. Quand on compare avant, malgré le fait que The Merge était passé, on voit qu'on était sur des dépôts qui étaient très faibles. Donc on a une augmentation des dépôts effectifs. Pourquoi? Parce que maintenant les personnes savent que le Proof of Stake est passé, donc qui était l'élément le plus compliqué à arriver, ils savent qu'ils peuvent retirer leur token comme ils le souhaitent, et donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir du rendement gratuitement en justement sécurisant la blockchain. Et on voit qu'on a 25 millions d'Ethers qui sont stackés pour 784 000, un petit peu plus de 785 000, quasiment 785 000, pardon, validateurs, donc on commence à avoir quelque chose qui commence à être très décentralisé. Alors, tous ceux qui sont en train d'écrire tout de suite un commentaire en disant « Oui, mais c'est pas décentralisé », on y revient après, hein, si on va descendre, on y revient. Écrivez pas tout de suite. Alors, on descend un petit peu, et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'on est à 21% pardon, d'Ether loqués. À savoir qu'on était, avant le The Merge, on était dans les alentours de 10%. Quand il y a eu The Merge, on est monté quasiment à 14%, et ensuite on a monté petit à petit, et je pense que ça va continuer à monter au fur et à mesure pour arriver potentiellement dans les alentours de 20, 30, allez, on va dire 30-35% d'Ether stackés. Et là-dessus, on voit aussi que le prix moyen de ceux qui ont stacké, c'est à peu près 2000. Donc ça sous-entend que ce sont des personnes qui savent très bien que ça va avoir une valorisation. Et on va expliquer ça après. On continue, hein, gardez bien tout en tête. Donc là, on a un average price qui est à 2000. Donc avec quand même assez peu, en fait, d'intérêt à sortir, hein, parce que là, on est toujours en dessous, et que même si on pousse, dans tous les cas, il y aura du délai pour sortir, et que ça n'aura pas forcément un gros intérêt. Au niveau de la décentralisation, on voit que ça s'améliore, parce qu'on a quand même 31% qui sont sur Lido. Alors je rappelle juste que Lido, c'est un protocole qui est décentralisé, donc ce n'est pas une plateforme centralisée, donc ce n'est pas monopolisé par Lido, donc on fait très attention par rapport à ça, donc ce n'est pas un facteur de risque systémique, bien que le protocole est à risque, et qui à terme devrait être changé, avec principalement les nouveautés qui sont en train d'être apportées, dans lesquelles on va avoir la possibilité de créer des nodes de stacking sans avoir le maximum d'Ether demandé, et sans devoir vraiment porter le nœud de stacking, ce sera la possibilité de s'interconnecter avec d'autres personnes pour créer des nœuds, et donc on va avoir une augmentation de la décentralisation, et surtout une augmentation de la résilience par rapport à cette décentralisation. C'est dans les tuyaux, ça devrait pas tarder à arriver, je pense que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on devra avoir ces informations-là. Et là-dessus, j'aimerais terminer sur la répartition, du coup, des personnes qui ont stacké et du prix d'achat des Ethers qui sont stackés. Et on voit que ce sont des Ethers qui ont été achetés justement sur ce lot-là. Et ce sont des personnes, qui les stackent, qui n'ont pas forcément vocation à vendre tout de suite, qui se préparent pour la suite. Et là, ça dénote quelque chose qui est très important, ça dénote le fait que ce sont des personnes qui sont là pour faire de l'investissement, qui sont là sur du long terme, parce qu'ils ont compris ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer au niveau d'Ethereum, comme je vous l'avais expliqué, passage en The Merge a changé pas mal de choses, ça a entraîné, une diminution du nombre d'Ethers, c'est-à-dire qu'on ne génère plus autant d'Ethereum que antérieurement, parce que on n'a plus besoin, les personnes qui minent ne sont plus des mineurs, n'ont pas besoin de consommer autant d'énergie qu'avant, c'est quelque chose qui va être bien moindre, c'est pour ça que l'insurance, qui représente la génération d'Ethers pour payer ceux qui valident, est actuellement de 665 000 Ethers à l'année. Pour vous donner une idée, c'était avant 4,9 milliards d'Ethers qui étaient, d'Ethers qui étaient générés à l'année. Donc on a divisé drastiquement le nombre d'Ethereum qui sont passés, c'est l'équivalent de 4 halvings qui sont passés. Alors je crois que c'est 4, corrigez-moi si c'est pas le cas en commentaire, mais je crois que c'est 4. Donc on est à une diminution de 4 halvings. Et derrière, c'est pas tout. C'est pas tout parce que on a un EIP, donc qui est une modification qui a été effectuée au niveau du code d'Ethereum, qui date de l'année dernière, enfin d'un an avant le passage The Merge, donc en 2021, qui permet de burner, donc c'est-à-dire de détruire des Ethers à chaque transaction. Plus on va avoir des frais importants dans les transactions, plus on va détruire d'Ethers au fur et à mesure. Et c'est arrivé à un tel stade que, en l'occurrence, là, on voit la max supply qui représente, et on voit qu'on est en diminution. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, on est à moins 0,28. Alors oui, c'est très peu. C'est très peu parce qu'on est en bear market. Parce qu'actuellement, on est dans une période où on n'a pas de consommation réellement, de consommation d'Ethereum dans les transactions. Parce qu'on a peu d'utilisation, nous ne sommes pas en bull market. Par contre, on voit la chute drastique à cet endroit-là, qui a été l'augmentation pendant un instant très court du nombre d'Ethereum qui ont été utilisés. Et là-dessus, c'est là où on va commencer à se projeter. Et ces bons amis de Ultrasound Money, ils nous ont rajouté plein de choses pour pouvoir se projeter. À la base, quand j'étais en train de préparer cette vidéo, je vous avais fait à peu près la même chose, sous une forme de Excel, et puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, pourquoi m'embêter? Il y a tout qu'il faut pour pouvoir
vous déterminer et comprendre justement. Le principe, il est le suivant, c'est de comprendre quelle va être la max supply. Actuellement, on est à 120 millions d'Ethereum existants. On sait qu'on a un burning, donc on sait qu'on va avoir une diminution pour arriver à ce qu'on appelle à l'équilibrium, qui est la représentation entre le nombre d'Ethers stackés, entre le nombre d'Ethers qui peuvent être brûlés, et qui permet d'avoir un équilibre entre la génération d'Ethers et ceux qui sont brûlés pour avoir une max supply qui, dynamiquement, reste à l'équilibre. En l'état actuel, donc qui représente avec les 22 millions d'Ethers stackés, nous sommes actuellement sur un équilibrium de 67 millions d'Ethers. Alors, bon, là on va regarder l'année, on va se dire que bon, c'est pas tout de suite, c'est quand même dans 200 ans, mais dans 200 ans, on sera à peu près 60 millions d'Ethers au niveau de l'équipe. Donc ça sous-entend qu'on va diviser la max supply par 2. Alors, on va remettre dans quelque chose qui est peut-être un peu plus contemporain, pour se dire qu'on va être plutôt dans les années 2026, où on voit qu'on est à 117 000. Là-dessus, ça fait quand même assez peu, hein. On est dans une diminution de 2% à peu près de la max supply. Vous allez me dire, ouais, mais c'est même vraiment très très peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que si on regarde d'autres choses, donc qui est la représentation ici de cette max supply, avec la projection dans les jours à venir, donc c'est pareil, c'est exactement la même chose ici, sauf que on a la possibilité de pouvoir modifier les différents chiffres. Et notamment, ici, l'équilibrium a été pris en compte avec un frais de transaction, donc une occupation de réseau, équivalent à maintenant. Et quand on se projette un petit peu sur l'utilisation de réseau bas, donc je suis même pas dans un bull run total, je suis dans une utilisation basse, hein, parce que quand on regarde ce qui s'est passé lors de la dernière accélération, on voit que le maximum a été de 813. D'accord, de 813. Et là, moi, je me base sur 150, qui me paraît quand même relativement correct. Et là-dessus, on a une projection de la max supply, donc qui se trouve ici, total supply, donc 119, et on commence à se diriger vers 2024. On est déjà à 116 millions. D'accord? On avance. Août 2024, 114 millions. Là, on a déjà une diminution qui est pas loin des 4-5% en un an. Et là, on commence à avoir vraiment une idée de la force de la notion du bull run qu'il y aura par rapport à la max supply d'Ethereum. En fait, un bull run peut arriver très facilement en moyenne avec quasiment des frais de transaction allant jusqu'à 250. Et là, ça commence à être plus du tout la même histoire. On commence à tourner très vite avec un an à 110 millions, donc perdre 10 millions d'Ethers en un an. Et si jamais le bull run dure un peu plus longtemps, on pourrait arriver à cette max supply des 105-100 millions. Et ça, c'est très important de comprendre, ça veut dire qu'on va avoir une concentration de la valeur au niveau d'Ethereum, contrairement à BTC où on a certes le halving qui diminue le nombre de générations de BTC, mais on générera toujours toutes les 10 minutes des BTC. Actuellement un petit peu plus de 6, mais à terme, on sera à 3, puis après on diminuera, ainsi de suite, mais on générera toujours. Là, c'est pas pareil, c'est à chaque fois, on retirera des Ethers. On diminuera non pas le nombre d'Ethers qui seront produits, mais on diminuera le nombre total d'Ethers qui apparaissent dans la max supply. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce que c'est l'élément clé qui fait que Ethereum va avoir une valorisation supérieure. Et ce n'est pas tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut comprendre que Ethereum, comme je vous l'ai dit, c'est un élément qui est clé dans l'évolution de la suite. D'accord ? C'est un élément qui va permettre principalement d'être la base de l'ensemble de la structure qui se construit autour des use cases, parce que c'est Ethereum qui porte ça, c'est Ethereum qui donne la suite. Et quand on regarde ce qui s'est passé, on voit qu'on a une très belle accumulation, on a le passage au merge avec une vente du merge, ce qui est plutôt classique, on a un petit retest qui est effectué grâce à FTX, mais on n'a pas fait de plus bas contrairement à BTC, et ensuite on a une accélération et une zone de ranging classique. Ok, quand on compare à BTC, BTC a eu quelque chose qui était beaucoup plus agressif, dans lequel on a eu des cassures baissières beaucoup plus fortes, et un BTC qui est peut-être un peu plus en souffrance. Alors, souffrance étant un gros mot, parce que ce n'est pas le cas, mais en l'occurrence, on a une surperformance d'Ethereum sur BTC. Et c'est quelque chose qui se voit ici, grâce à l'accélération qu'on a eue sur 2021 avec la construction des use cases, et on voit qu'on est dans une zone de travail entre les deux. Alors là-dessus, c'est très intéressant de reprendre l'exemple entre Ethereum et BTC. Et là, vous allez comprendre pourquoi, un petit peu tout ce qui va se mettre en place, et c'est vraiment la finalité de cette vidéo, pour vous donner toutes les informations. Est-ce qu'il va y avoir un flippening ? Est-ce que ce chart nous dit qu'il va y avoir un flippening ? Le flippening, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir Ethereum qui passe au-dessus de BTC. Donc sous-entendu, Ethereum qui multiplie par 2, voire par 3 son market cap par rapport à BTC. Ça veut dire que Ethereum doit surperformer de x2, x3 BTC sur le prochain bull run pour arriver à faire le flippening. Je vous laisse cogiter. Je vous laisse vraiment cogiter. Parce que
Là-dessus, c'est faux. C'est vraiment faux, parce qu'on oublie quelque chose, on oublie cette notion ici de burning. C'est-à-dire que, on n'oublie pas que la market cap, c'est quoi? C'est le nombre de tokens, donc par exemple dans BTC, le nombre de BTC multiplié par le prix. Et donc, ici, on a une émission de BTC continuelle. Donc ça veut dire qu'on a une inflation du nombre de BTC continuels, donc ça veut dire qu'on a une market cap qui va augmenter, même si on reste avec un BTC qui reste toujours le même prix, on a une market cap qui montera. Alors qu'un Ethereum, si jamais on a un Ethereum qui reste à un prix identique, on aura une market cap qui diminuera. Ça veut dire exactement, quand on regarde les chiffres que je vous ai donnés dans cette zone-là, donc au niveau d'Ethereum, la diminution de la market cap, ça veut dire qu'on doit faire à peu près une surperformance de 30% par rapport au 2,5 x 3 BTC. Et c'est très important, ça veut dire que le prix d'Ethereum pour arriver à faire le flippening devra performer entre 3 et 4 fois la performance du BTC. Et c'est là où j'attire votre attention, et c'est une des raisons pour lesquelles, moi de mon côté, ça fait partie d'un des bags les plus importants, et plus gros que le BTC. Parce que j'ai tendance à vous dire que, on a un token qui porte les use cases. On a un token qui, actuellement, structurellement et techniquement, est plus performant, en tout cas plus propre que le BTC. Que deuxièmement, on a un outil stacking qui nous permet de récupérer un rendement sur ces Ethers. Et ensuite, on a quelque chose qui est déflationniste. Donc ça veut dire qu'on porte des utilisations, on a quelque chose qui est déflationniste, donc ça veut dire qu'on va avoir une valorisation du prix qui va être supérieure. Et que, à terme, si on arrive dans cette dynamique de flippening, qui pour moi arrivera, parce qu'on arrivera à un moment donné où les use cases auront un intérêt supplémentaire à juste du BTC structurel, c'est une question de temps. Encore une fois, on reprend cette notion de cycle que je vous ai abordé au tout début, où quand on arrivera dans un cycle effectif, on est sur une crypto qui est bien moins ancienne que BTC, donc il nous reste encore la grosse accélération pour moi à avoir, et donc on va avoir une surperformance d'Ethereum pour arriver à cette notion de flippening. Donc même si on arrive potentiellement sur une diminution ici, une baisse qui s'effectue au niveau du ratio Ethereum sur BTC, donc c'est une surperformance de BTC, c'est juste temporaire avant d'avoir l'accélération haussière du retest, qui sera liée principalement à la diminution du nombre de tokens, donc on peut avoir des surperformances d'Ethereum par rapport à BTC qui ne se verront pas au niveau du ratio, parce que justement la market cap en elle-même sera instanciée et impactée par la génération de BTC et la diminution d'Ether au niveau de la max supply. Et c'est quelque chose qui est important à prendre en considération, ce n'est pas parce qu'on a ici un graphique qui diminue que justement derrière on ne peut pas avoir une valorisation d'Ethereum supplémentaire par la suite et une structuration à terme de ce flippening qui est attendu par un certain nombre de personnes. Alors moi je vous avoue que je n'attends pas particulièrement le flippening, je suis plus dans une schématique où je me dis que là en l'occurrence j'ai un asset que je peux stacker avec du rendement qui comporte les use cases dans lequel on a une des plus grosses communautés de développeurs qui travaillent dessus, on a les plus grosses têtes qui sont en train de bosser dessus, on a vraiment des grosses têtes qui sont en train de faire avancer le projet, donc pour moi on est dans quelque chose qui est porteur, qui n'a pas encore fait sa mass adoption, qui est encore en phase de développement, on n'est pas dans un produit fini, on sait qu'on a encore 5 grosses étapes, enfin 4 grosses et une moyenne, donc on est dans une dynamique où il nous reste en fait tout devant nous, et en plus on est dans quelque chose où on va avoir de la rareté qui va se mettre en place. La rareté, elle va être bien supérieure à celle de BTC. BTC, on augmente jusqu'à 21 millions, là on diminue jusqu'à potentiellement 100 millions d'Ethers, voire même moins, et c'est ce qui est important de prendre en considération dans l'évolution du prix. C'est une des raisons pour lesquelles je m'attends à avoir des surperformances d'Ethereum sur le prochain bullrun, voire même potentiellement sur celui d'après, parce que justement, il porte les use cases, parce que justement, on est dans une dynamique de déflation, et on est dans une dynamique aussi d'investissement. C'est-à-dire que quand on est un fonds d'investissement ou un institutionnel, et que l'on voit qu'on a un placement qui est déflationniste, qui est en train d'évoluer sous une forme vraiment très forte, et justement de potentiellement protocole de base à toutes les blockchains dans lesquelles il va avoir de la programmabilité, bon, bah on se dit que ça peut être intéressant en effet de pouvoir placer et de récupérer un rendement effectif. Certes, ce rendement est moins important que les US bonds, mais que se passera-t-il dans une mise en place d'un pivot, justement au niveau de la Fed, dans lequel on va avoir une diminution de l'attraction des rendements des bonds US, et à ce moment-là on cherchera de la performance,
bah peut-être Ethereum sera une des solutions dans lesquelles on aura une valorisation du token, plus de la performance, et justement de la volatilité dans lequel les institutions iront chercher leur part de risque. J'espère qu'encore une fois je n'ai pas été trop long, forcément ces sujets me passionnent donc je parle beaucoup trop, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like, et dites-moi en commentaire si vous possédez des Ethers, plus Ethers que BTC, et pourquoi. Et si jamais vous avez aimé ce type de vidéo là, je vous ai fait une vidéo hier, si vous l'avez pas regardé, sur l'impact de la récession américaine sur les cryptos, et pourquoi vous ne devez pas avoir peur, je vous explique tout dans une seule et unique vidéo, je vous la mets là, et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.